Imaginons une métropole vibrante, étudiante, en pleine mutation démographique. Une ville confrontée à des vagues de chaleur estivale de plus en plus intenses et surtout à une crise du logement historique. Oui, le décor est planté. Voilà. Et imaginons maintenant que, face à l'avenir de cette même ville, eh bien la moitié de ses habitants regardent des options sur la table et décident simplement de hausser les épaules. C'est vertigineux, oui. C'est exactement ce qui vient de se passer. Nous sommes à Montpellier, dans l'entre-deux tours des élections municipales de 2026. Et le constat du premier tour, c'est un véritable vertige démocratique, avec 50% d'abstention. Une personne sur deux, en fait. C'est ça, une personne sur deux n'a pas jugé utile ou n'a simplement pas eu l'envie de se déplacer. Et honnêtement, c'est un silence qui en dit long, surtout quand on réalise que la politique locale, bon, ce n'est pas juste de la théorie abstraite, c'est vraiment l'architecture invisible de notre quotidien, vous savez. Absolument. C'est le niveau très concret où les grandes idéologies se heurtent littéralement au béton, au bitume et au portefeuille des citoyens. Exactement. Et c'est précisément la mission de notre décryptage d'aujourd'hui. L'objectif, il est purement pédagogique, totalement impartial et avant tout bienveillant pour les électeurs montpelliérains. Tout à fait. Nous allons nous plonger dans ce grand débat de l'entre-deux tours qui a été organisé par Midi Libre, un débat qui a opposé les trois candidats qualifiés. Alors, on a Mickaël Delafosse, le maire sortant, arrivé en tête avec 33,41%, Oui. Nathalie Oziol avec 15,36%, et enfin Moed Altrad avec 11,31%. L'idée, c'est de fournir une grille de lecture claire, des visions qui s'affrontent pour les 6 prochaines années. C'est essentiel pour ceux qui nous écoutent. Bon, décortiquons ça. Au-delà des simples étiquettes politiques, quelles sont vraiment les forces en présence sur ce plateau? Eh bien, ce qui est particulièrement fascinant dans cette configuration, c'est que nous n'assistons pas à un débat sur de simples ajustements techniques. Pas du tout. Ah non. Non, nous sommes face à trois paradigmes de gestion urbaine qui s'excluent presque mutuellement. D'un côté, on a la continuité institutionnelle d'une social-démocratie bâtisseuse. D'accord. Face à elle, une volonté de rupture radicale qui se veut à la fois écologique et sociale. Et enfin, une troisième voie qui, elle, aborde la ville sous l'angle de l'optimisation financière et d'un pragmatisme très axé sur l'ordre et la sécurité. 3 salles, 3 ambiances, en somme. Mais avant même de dessiner les grandes infrastructures de la ville de demain, il faut d'abord, tout bêtement, pouvoir y habiter sans se ruiner. Ah c'est la base, oui. Surtout dans une ville qui attire chaque année des milliers de nouveaux habitants et qui compte près de 80 000 étudiants. Le logement, c'est vraiment la mère de toutes les batailles à Montpellier. Le marché, c'est un peu comme un jeu de chaises musicales où les chaises coûtent de plus en plus cher à chaque tour. C'est une très bonne image. Alors, face à cette surchauffe, comment nos 3 candidats comptent-ils desserrer les taux? Est-ce qu'ils proposent simplement d'ajouter des chaises ou de changer carrément les règles du jeu? La ligne de faille est très nette là-dessus. Si on prend d'abord l'approche de Mickaël Delafosse, on est sur une logique de production institutionnelle. Lui, il affirme qu'il faut construire pour faire baisser la pression. Il a d'ailleurs un objectif affiché de 4000 logements neufs. D'accord. Mais le point technique intéressant, c'est sa méthode. Il s'appuie massivement sur ce qu'on appelle le BRS, le bail réel solidaire. Alors, attendez, le fameux BRS. Pour que ce soit parfaitement clair pour tout le monde, comment ce mécanisme parvient-il réellement à faire baisser les prix? Parce que, bon, annoncer des baisses de 30%, ça ressemble souvent à une promesse de campagne un peu magique, non? Ça peut en avoir l'air, c'est vrai. Mais la mécanique du BRS est redoutablement astucieuse en fait. L'idée, c'est de dissocier le terrain des murs. C'est-à-dire? En clair, un organisme foncier public achète et conserve la propriété du terrain, et le citoyen, lui, n'achète que les briques, la construction. Ah, je vois. Comme le foncier représente souvent une part exorbitante du prix d'un logement en zone tendue comme Montpellier, on fait mécaniquement chuter le coût d'acquisition. C'est vraiment une vision où la puissance publique intervient pour neutraliser la spéculation foncière. Ingénieux. Oui, et à côté de ça, il promet aussi 1000 logements étudiants supplémentaires et la création d'une agence municipale du logement. Sauf que, sur cette fameuse question étudiante, le débat était plutôt explosif, n'est-ce pas? Mickaël Delafosse a été attaqué très durement sur une augmentation des loyers du Crous. Et là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Oui, c'est un point de friction majeur. Le Crous, c'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. C'est un organisme d'État, foncièrement. Pourquoi le maire de la métropole se retrouve-t-il sur le banc des accusés pour une décision de l'État?
Eh bien parce que la métropole siège au conseil d'administration du Crous, tout simplement, et qu'elle lui verse des subventions considérables. Michael Delafosse a justifié son vote favorable en expliquant que cet accord global permettait, en contrepartie, de débloquer 1,7 million d'euros de subventions métropolitaines. Pour faire quoi exactement? Pour justement construire de nouveaux logements étudiants et garantir des mesures sociales vitales, comme le maintien des repas à 1 euro. C'est typiquement un compromis de gestionnaire, voyez. On accepte une petite hausse d'un côté pour sécuriser des fonds de l'autre. Exactement. Mais pour Nathalie Oziol, ce type de compromis est juste inacceptable. Ah oui, parce que son approche à elle, c'est de changer entièrement les règles du jeu. C'est pas seulement de construire du neuf, mais de reprendre la main sur ce qui existe déjà. C'est bien ça. Absolument. La vision de Nathalie Oziol, c'est vraiment celle d'un bouclier social et d'une régulation très autoritaire du marché immobilier. Autoritaire dans quel sens? Eh bien, sa mesure la plus retentissante, c'est la réquisition des 12 000 à 18 000 logements vacants recensés sur la métropole. Elle veut aussi plafonner strictement les locations de type Airbnb, qui, on le sait, assèchent le parc locatif classique. Un instant. Sur cette question de réquisition, un maire a-t-il réellement le pouvoir légal de saisir un appartement privé vide comme ça pour y loger des gens? N'est-ce pas plutôt une prérogative de l'État, du préfet? C'est une excellente question et ça soulève tout le problème de la frontière entre l'ambition politique locale et le cadre légal national. Techniquement, oui, le droit de réquisition appartient aux représentants de l'État, donc au préfet. Alors, comment compte-t-elle faire? Ce que propose Nathalie Oziol, c'est d'utiliser le poids politique de la mairie pour engager un véritable bras de fer avec l'État. L'idée, c'est de recenser ces logements de manière agressive et de forcer la main des pouvoirs publics. C'est une démarche de confrontation assumée, du coup? Totalement. Et elle applique cette même logique de bouclier au pouvoir d'achat en général. Elle promet par exemple la gratuité des fournitures scolaires, des cantines et l'ouverture d'un restaurant populaire bio à 1 euro. Ce qui coûte évidemment énormément d'argent. Et c'est là que l'approche du troisième candidat, Moed Altrad, crée une véritable dissonance dans le débat. Ah oui, le grand écart. Il fait une double promesse qui semble presque défier la gravité. Il veut doubler le nombre de logements sociaux, permettre aux locataires de les racheter après 15 ans, et tout cela avec 0 hausse d'impôt. Mathématiquement, comment il finance ça? C'est simple. Il importe purement et simplement les méthodes du monde de l'entreprise dans la gestion municipale. C'est-à-dire? Moed Altrad affirme avoir audité les finances et il dit avoir identifié 25% de ce qu'il appelle du gaspillage dans le budget de la ville et de la métropole. 25%. Oui. Sur un budget consolidé d'environ 2 milliards d'euros, il prétend pouvoir récupérer 500 millions d'euros, juste par l'optimisation des processus et la suppression des dépenses qu'il juge superflues. Là, il faut être sérieux une minute. 500 millions d'euros, c'est un quart du budget global. On ne trouve pas une somme pareille simplement en éteignant la lumière en sortant du bureau ou en renégociant le prix des ramettes de papier. Est-ce qu'il a détaillé précisément quelle politique publique, quelle subvention ou quel poste serait coupé pour atteindre ce chiffre colossal? Eh bien, c'est toute l'ambiguïté de sa position. Lors du débat, il est vraiment resté sur des concepts de macro-gestion. Il parle de réorganisation des services, de fusion de doublons administratifs ou d'une meilleure gestion des marchés publics. Mais pas de coupe spécifique. Non. Et évidemment, ses adversaires y voient une illusion très dangereuse qui mènerait inévitablement à des coupes massives dans le service public local. Lui, en revanche, revendique l'œil clinique d'un capitaine d'industrie, le seul capable d'assainir une structure qu'il juge obèse. Ce qui nous amène à une transition assez logique. Parce que si les candidats n'ont pas du tout la même façon de loger les habitants, ils n'ont certainement pas la même façon de les faire circuler. C'est le moins qu'on puisse dire. Si Montpellier est un organisme vivant, la question c'est, cherche-t-on à élargir ses artères pour les voitures ou à modifier entièrement sa circulation sanguine? Et c'est là que le clivage sur l'aménagement devient spectaculaire, notamment avec ce fameux COM. Le contournement ouest de Montpellier, c'est probablement le dossier d'infrastructure le plus clivant de cette élection. Expliquez-nous pourquoi. Pour Michel Delafosse, c'est une nécessité vitale. Sa logique est presque hydraulique. La ville grandit, les flux automobiles explosent et des quartiers entiers étouffent. Il cite souvent l'avenue de la Liberté qui est sous les bouchons et la pollution en permanence. Il défend donc ce contournement, couplé à la ligne à grande vitesse, pour dévier le trafic de transit en dehors du centre. Une logique de désengorgement classique. Mais Nathalie Oziol voit ça d'un tout autre œil. Totalement. Elle fustige ce projet. Elle le qualifie, je cite, d'autoroute Vinci à péage de 10 voies. Alors oui, le ton est donné.
Voilà. Elle met en avant la destruction prévue de 70 hectares de terres agricoles et naturelles et elle exige un moratoire immédiat. C'est un paradoxe assez fascinant dans son programme d'ailleurs. Elle veut un bouclier social massif, des services publics gratuits partout, mais elle s'oppose aux grandes infrastructures de développement qui, traditionnellement, génèrent les recettes fiscales de la métropole pour payer tout ça. C'est tout le cœur de l'écologie de rupture qu'elle défend, vous savez. Pour elle, la croissance des infrastructures n'est plus la solution, c'est devenu le problème. Et cette dichotomie, on la retrouve parfaitement dans leur vision des transports en commun. Justement, parlons-en. Michael Delafosse, lui, s'appuie sur son bilan, notamment la mise en place de la gratuité, et il projette le développement de 5 nouvelles lignes de bus-tram pour accompagner les nouveaux quartiers. C'est une expansion, disons, très méthodique. Et Nathalie Oziol, elle, demande d'aller encore plus loin dans cette gratuité. Oui, elle exige un tram toutes les 5 minutes en heure de pointe. Mais surtout, elle veut supprimer totalement les contrôles et les amendes sur le réseau. Son argument, c'est que la répression coûte plus cher qu'elle ne rapporte et qu'elle dégrade les conditions de travail des agents. Mais attendez, si le réseau est totalement gratuit et qu'il n'y a plus aucun contrôle, qui paie pour l'entretien, le vandalisme ou simplement la gestion des flux? Un réseau sans aucune surveillance, est-ce que ça tient vraiment la route économiquement? Eh bien, pour Nathalie Oziol, les transports en commun doivent être traités exactement comme une bibliothèque municipale ou l'éclairage public. C'est-à-dire un service universel. C'est ça, un service financé par la collectivité dans son ensemble, où la notion de fraude n'existe tout simplement plus puisqu'il n'y a plus de transactions à l'entrée. C'est un pari assumé sur le civisme. D'accord. Et Moed Altrad dans tout ça? Lui propose une approche beaucoup plus technologique et étonnamment axée sur la voiture. Il veut intégrer l'intelligence artificielle pour réguler les feux tricolores et prioriser les bus. Et il lance aussi cette promesse choc de 2 heures de stationnement gratuit, non? Dans une époque où toutes les grandes métropoles d'Europe chassent la voiture du centre-ville, c'est carrément un contre-courant. C'est à contre-courant de l'écologie punitive, dirait-il. Il considère que l'hypercentre montpelliérain se meurt et que les commerçants suffoquent. Pour lui, le stationnement n'est pas un ennemi climatique, c'est un levier de survie économique pour la ville. D'ailleurs, en parlant d'écologie, il y a un autre acronyme qui a fait irruption dans ce débat et qu'il faut éclaircir, le CSR. Moed Altrad a promis d'abandonner le projet d'incinérateur CSR. Avant d'aller plus loin, de quoi s'agit-il exactement et pourquoi ça enflamme autant les esprits à Montpellier? CSR, ça signifie combustible solide de récupération. D'accord. L'idée, portée par l'exécutif sortant, c'est de prendre les déchets qui ne sont plus recyclables, de les préparer et de les brûler pour produire de l'énergie, plutôt que de les enfouir bêtement dans le sol. Sur le papier, ça a l'air plutôt vertueux. Sauf que ça suscite une immense levée de boucliers de la part des riverains et des associations écologistes. Eux, ils craignent des rejets de polluants atmosphériques et des fumées toxiques au-dessus de leur tête. Et donc, Altrad veut tout annuler. Oui, en s'engageant à l'annuler. Il répond directement à une angoisse locale très forte. Là où Nathalie Oziol, de son côté, propose une convention zéro déchet et la création d'une régie publique 100% renouvelable, qu'elle appelle Énergie de Montpellier. On voit bien comment l'aménagement de l'espace physique façonne la politique locale. Mais bon, ces rues, ces parcs ou ces trams n'ont absolument aucune utilité si les citoyens ont peur de s'y promener le soir. C'est évident. Et la question de la sécurité, de la tranquillité publique et de la lutte contre le narcotrafic a mis en lumière des visions de l'ordre public fondamentalement opposées. Ce n'est pas seulement un débat sur le nombre de policiers dans la rue, c'est vraiment un débat sur la source même de la violence. Oui, si on file la métaphore, la gestion de la sécurité urbaine, c'est un peu comme gérer un événement public massif qui dégénère. Comment ça, Aveline? Est-ce qu'on embauche massivement des vigiles à l'entrée pour expulser par la force les éléments perturbateurs, ou est-ce qu'on modifie la nature même de l'événement pour apaiser le public? Moed Altrad et Michael Delafosse choisissent clairement l'option des vigiles, mais avec des nuances importantes. Oui, parce que Moed Altrad n'a vraiment pas fait dans la demi-mesure. Il a carrément cité le maire de Béziers, Robert Ménard, en exemple sur la sécurité, ce qui politiquement pose immédiatement un marqueur très à droite. C'est un signal très fort, oui. Il propose de doubler les effectifs de la police municipale et surtout d'instaurer un couvre-feu à 22 heures pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés. Mais concrètement, comment on applique un couvre-feu dans une ville de la taille de Montpellier? C'est un défi logistique monstrueux, non? C'est avant tout un signal politique de fermeté, plus qu'une mesure logistique.
Pour lui, c'est une mesure de protection de l'enfance qui permet juridiquement aux forces de l'ordre d'interpeller systématiquement des jeunes désœuvrés dans la rue avant qu'ils ne basculent dans la délinquance nocturne. Et Delafosse, comment se positionne-t-il face à ça? Michael Delafosse refuse cette mesure. Il la juge totalement inapplicable. Il préfère ce qu'il appelle une approche de fermeté républicaine structurée. Il annonce 100 agents supplémentaires, le doublement des caméras de surveillance, et il vante son bilan sur les fermetures administratives. Les fermetures de commerce, vous voulez dire? Oui, il a par exemple fait fermer de nombreuses épiceries de nuit, notamment rue de l'Aube, qui servaient selon lui de simples façades au blanchissement d'argent du narcotrafic. Et puis, il défend très vigoureusement le maintien du fameux GSRI. Le GSRI, le groupement de sûreté résidentielle interbailleurs. Bon, pour simplifier à l'extrême, c'est une sorte de milice privée payée par les bailleurs sociaux pour sécuriser les halls d'immeubles. Alors, le terme milice est précisément celui que ses détracteurs comme Nathalie Oziol utilisent. D'accord, mais juridiquement, Juridiquement, c'est une force de sécurité privée assermentée, mutualisée entre les différents bailleurs sociaux. Michael Delafosse insiste sur leur nécessité absolue. Il rappelle qu'ils sont en première ligne, qu'ils subissent régulièrement des caillassages, des incendies, et qu'ils sont au fond le seul rempart immédiat pour empêcher les dealers de prendre le contrôle physique des parties communes, là où la police nationale ne peut de toute façon pas stationner 24/24. et c'est là que Nathalie Oziol s'y oppose de manière frontale. Elle dénonce des méthodes opaques et demande la suppression de ce financement de 3 millions d'euros. Oui, pour le réinvestir dans des postes de médiateur et de concierge de quartier. Ton gilet fluorescent a la moindre chance de peser. N'est-ce pas d'une naïveté confondante? C'est la critique majeure qui lui est adressée par ses opposants. Son argumentaire à elle, c'est que la police et le GSRI ne traitent que le symptôme de la fièvre, pas la maladie. La racine du problème, donc. C'est ça. Pour elle, le narcotrafic prospère sur la misère, l'abandon des quartiers et les discriminations. En réintroduisant de la présence humaine préventive, en accompagnant la jeunesse et en axant sa politique sur l'antiracisme, elle estime traiter la racine du mal. Elle a aussi une position très tranchée sur les caméras, il me semble. Oui, elle s'oppose à la vidéosurveillance, demandant un moratoire complet, et elle rejette totalement le couvre-feu d'Altrad, qu'elle qualifie de punition collective inacceptable. 3 visions de la ville, 3 gestions de la sécurité. Mais au final, la grande question c'est qui tient le stylo? Ce qui nous amène à la méthode de gouvernance. Et le débat a été extrêmement électrique sur ce point. Oh oui, très tendu. On a vu un choc frontal sur la conception même de la fonction de maire. Doit-il être un PDG tranchant, un capitaine d'institution intouchable ou un simple facilitateur, un porte-voix des assemblées citoyennes? La tension sur le plateau illustrait ça parfaitement. Moed Altrad a attaqué la méthode de Michael Delafosse avec une rare virulence. Qu'est-ce qu'il lui reproche exactement? Il a dénoncé une théâtrocratie. Il l'a accusé d'utiliser la machine municipale pour verrouiller l'espace public à des fins purement électorales. Il a cité des interdictions d'accès à des écoles ou au musée Fabre pour ses propres équipes et a même insinué que certaines embauches visaient à acheter des ralliements politiques. Des accusations très lourdes. Michel Delafosse n'a évidemment pas laissé passer ça. Ah non, pas du tout. Il a répondu en invoquant les règles strictes de la République. Par exemple, sur cette fameuse visite d'école annulée, il s'est retranché derrière le devoir de réserve imposé par l'Éducation nationale en période électorale. Logique institutionnelle donc. Voilà. Il a qualifié les attaques d'Altrad de torrents de calomnie dictées par, je cite, « l'énergie du désespoir ». Il incarne vraiment la figure du garant des institutions face à ce qu'il considère comme des dérives populistes. Et puis, au milieu de ce duel, il y a la vision institutionnelle de Nathalie Oziol qui veut littéralement renverser la table avec une révolution citoyenne locale. Oui, elle promet l'instauration d'un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, et attention, déclenchable dès que 5% de la population signe une pétition. Elle y ajoute des assemblées tirées au sort et le droit de révoquer un élu en cours de mandat. Attendez, un RIC déclenchable par 5% de la population, à l'échelle de Montpellier, ça représente à peine une douzaine de milliers de signatures. Est-ce que cela ne condamne pas la ville à être dans un état de campagne électorale permanente? C'est le grand risque, en effet. Je veux dire, chaque lobby, chaque association de quartier mécontente d'une piste cyclable ou d'un sens interdit peut bloquer l'action municipale. N'y a-t-il pas un risque de paralysie totale de la ville? Et ça garantit une implication civique maximale des habitants, mais de l'autre, ça pose l'immense question de la gouvernabilité à long terme, notamment pour les grands projets d'infrastructure qui demandent des années, voire des décennies de planification. Et comment Moed Altrad se positionne-t-il sur la participation citoyenne?
Il propose une voie intermédiaire qui est très intéressante, la démocratie directe budgétaire. C'est-à-dire, Comment ça fonctionnerait? plutôt que de voter sur des lois ou des révocations d'élus, il veut allouer des enveloppes budgétaires directement au quartier. Ce seraient les habitants de chaque secteur, comme à la Paillade par exemple, qui décideraient eux-mêmes de leurs propres priorités d'investissement. Ah, c'est une façon de court-circuiter la verticalité de la mairie, exactement pour répondre directement au sentiment d'abandon de certains quartiers périphériques. En somme, pour synthétiser un peu ces dizaines de propositions et ces échanges houleux qu'on vient de décortiquer, nous sommes vraiment devant un choix de société qui dépasse de loin le simple cadre montpelliérain. Totalement. 3 chemins très distincts se dessinent pour ce second tour. Le premier, incarné par Mickaël Delafosse, c'est celui de la social-démocratie institutionnelle. On aménage, on bâtit. C'est ça. On aménage le territoire par de grands travaux, on densifie pour loger et on assume une gestion régalienne et ferme de l'espace public. Le deuxième chemin ? Le deuxième, porté par Nathalie Oziol, c'est celui de la rupture radicale. On stoppe l'expansion au profit de la réquisition sociale, on rend les services fondamentaux totalement gratuits et on horizontalise complètement le pouvoir décisionnel. Et enfin, le troisième ? Celui de Moed Altrad. C'est l'application du pragmatisme d'entreprise à la sphère publique. Une rationalisation des coûts à hauteur de centaines de millions, la primauté de l'activité commerciale avec le retour assumé de la voiture en ville et une tolérance zéro sur la délinquance. Et c'est précisément ici que tout cela s'incarne dans le réel. Nous commencions cette analyse en évoquant les 50% d'abstention, Oui, ce chiffre terrible. mais quand on détaille les mécanismes complexes du logement, le choix entre une rocade périphérique ou un moratoire écologique, entre une milice privée de sécurité et des médiateurs de rue, on comprend que ces décisions vont forger la texture même du quotidien montpelliérain. C'est indéniable. C'est une réflexion fondamentale pour l'ensemble des citoyens. Et je m'adresse indirectement aux nouvelles générations, à la jeunesse étudiante et active qui héritera de cette métropole. Le prix du ticket de tramway, la qualité de l'air qu'on respire, la capacité à trouver un appartement abordable, ce ne sont pas des données météorologiques immuables qui nous tombent dessus. Ce sont des choix politiques. Absolument. Et le pouvoir de faire basculer ce paradigme, il appartient exclusivement à quiconque fera la démarche de glisser un bulletin dans l'urne ce dimanche. Cela m'amène d'ailleurs à une dernière réflexion, peut-être plus vaste. Je vous écoute. La ville a toujours été l'échelon démocratique le plus viscéral, le plus immédiat pour les gens. Face à l'acuité des crises actuelles, qu'il s'agisse de l'urgence climatique, de la fracture sécuritaire ou de la ségrégation par le logement, Ouais. C'est une question intellectuellement fascinante, en effet. et qui mérite d'être longuement pesée en s'avançant vers l'isoloir. Une perspective qui donne à cette élection locale une dimension véritablement nationale. Voilà qui clôture notre exploration approfondie des enjeux montpelliérains. Décortiquer l'architecture invisible de la ville, c'est finalement reprendre le contrôle sur le scénario de notre propre quotidien. À bientôt pour une prochaine plongée au cœur des idées qui façonnent notre monde.